Avec nous, monsieur le sénateur Pierre-Yves Colomba, sénateur président délégué pour le groupe d'amitié France-Éthiopie, qui est le conférencier principal de cette session, qui va nous donner en fait les résultats de sa mission en Éthiopie il y a, je pense, quelques années de cela. Monsieur le sénateur, la tribune est à vous. Merci. Bien, messieurs les ministres, chers collègues, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président et mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier donc mon collègue Olivier Cadic pour l'initiative de ce colloque et de m'y avoir invité. Pour que les choses soient... J'ai été promu conférencier, etc. Je ne suis pas un spécialiste de l'hydrodiplomatie. La seule chose que je revendique, c'est celle de témoin, honnête si possible. Alors, que l'eau soit un enjeu majeur pour les pays traversés par le Nil, bon, vous nous l'avez dit, etc., et nous l'avons bien perçu lors des déplacements de notre groupe interparlementaire d'amitié France-Pays de la Corne de l'Afrique, tout particulièrement lors de la mission qui nous a conduits au nord-ouest de l'Éthiopie, à une quinzaine de kilomètres de la frontière du Soudan, sur les lieux donc de construction du barrage de la Grande Renaissance. Vous devez avoir une carte ? Oui. C'était en septembre 2013. On en était alors cofondation. Rendu public en mars 2011, la construction du barrage n'avait néanmoins démarré qu'en mai 2013, quelques mois seulement avant notre venue. Prévu pour juillet 2017, l'achèvement de la construction ne devrait pas intervenir, et dans le meilleur des cas, avant la fin de 2018. En août 2017, comme l'a confirmé le président de l'Ethiopian Electric Power Corporation, M. Debretsion Gebremichael, qui était également vice-premier ministre, ministre de la Communication et des Technologies, je passe ces titres qui sont tout à fait nombreux. Eh bien, d'après lui, près de 60% des travaux avaient été effectués à l'automne. Donc, vous voyez, on n'est pas encore au bout. Une entreprise, permettez-moi cette expression proprement pharaonique, 145 mètres d'eau, 1800 mètres de long, une capacité de 6450 mégawatts et un réservoir de 74 milliards de mètres cubes. Actuellement, 9000 ouvriers travaillent jour et nuit sur le chantier que pilote l'entreprise italienne Salini Impregilo. Terminé, le barrage sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, en tout cas jusqu'à la construction du barrage Grand Inga sur le Congo, prévu pour produire 40 000 mégawatts. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Le coût total de Grande Renaissance se situera entre 4,6 milliards $ et 6 milliards. Financé, je voudrais insister là-dessus, quasi exclusivement par l'Éthiopie, sans aide extérieure. Lors de notre voyage, nous avons constaté qu'il s'agissait bien d'un grand projet national, rassemblant les Éthiopiens et pas seulement d'un projet d'État. Le nom même donné au barrage, Grande Renaissance, parle pour lui-même. L'ambition de l'Éthiopie est prioritairement l'alimentation en électricité de toute l'Éthiopie, y compris les zones les plus reculées, en quadruplant dans un premier temps les capacités de production électrique du pays pour les porter à 4300 mégawatts, à plus donc pour les porter à 17 300 mégawatts d'ici à 2020 et plus au-delà. Ce sera la partie la plus importante du programme, plus général, appelé Lumière pour tous, destiné, comme l'a précisé le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, à rendre l'électricité accessible à tous les Éthiopiens, alors qu'actuellement, seule la moitié, et essentiellement urbaine, a accès donc à l'énergie électrique. Au-delà de cette ambition locale, nationale, l'ambition de l'Éthiopie est d'exporter une partie de cette électricité d'origine hydraulique dans les pays de la région, Égypte, Djibouti, Kenya, Soudan, Sud-Soudan, Yémen notamment, voire au-delà, jusqu'à la Turquie, à l'est de l'Espagne. Ce qui suppose la réalisation d'un réseau interconnecté
qui n'est que pour partie et loin, qui est réalisé dans certains pays, mais pas encore, les revenus espérés seraient de 730 millions d'euros par an. Donc, vous le comprenez, le barrage est une promesse de prospérité pour ce pays dont la population croît, elle aussi, à un rythme très important, au rythme de 2,5% par an. L'Éthiopie, tout à l'heure, on a rappelé que l'horizon n'est pas loin, où l'Éthiopie aura 150 millions d'habitants, alors qu'il est autour de 100 actuellement. Moi, la première fois que j'ai été à la responsabilité du groupe, on en était à 85 millions. Ça vous donne une idée. De la croissance. D'ailleurs, je pense que, sans avoir les chiffres, ça doit être un peu le problème de l'Égypte, une croissance absolument faramineuse, donc qui pose effectivement tout à fait problème. Et comme nous l'a précisé le Premier ministre, il nous a dit, vous savez, notre pays, l'Éthiopie, est engagé dans une course-poursuite entre sa croissance démographique et celle de son développement. Consciente des problèmes que le sujet suscitait, avant de partir pour l'Éthiopie, notre délégation avait voulu s'entretenir avec l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Nous l'avons de nouveau rencontré au retour pour lui faire part des réponses des autorités éthiopiennes à nos questions communes et faire part de nos conclusions. Nous n'avons pu que nous féliciter de ces échanges. Comment ignorer en effet l'importance du Nil pour un pays qui se perçoit comme un don du Nil? On l'a rappelé. Nous souhaitions l'informer de notre mission et entendre les préoccupations de l'Égypte concernant le barrage. Principale inquiétude, évidemment, la période de remplissage du réservoir, période délicate durant laquelle les eaux du fleuve détournées et en partie retenues entraîneraient une réduction du débit en aval. Notre prédécesseur en a parlé. Dans cette affaire, la variable d'ajustement, en effet, c'est la durée du remplissage. La fourchette des négociations est large, puisque ça va de 4 ans à 15 ans. Une trop longue période de remplissage ne serait pas acceptable par l'Éthiopie, qui entend recueillir le plus rapidement possible les bénéfices de son investissement, et à l'inverse, l'Égypte ne saurait accepter une trop courte période de remplissage qui risquerait d'affecter le niveau du lac Nasser, avec tous les problèmes induits, ainsi que la capacité de production du haut barrage d'Assouan. Enfin, mes prédécesseurs ont rappelé les problèmes que ça va poser à l'Égypte. Autre risque, l'augmentation de la salinité des eaux utilisées pour l'irrigation. C'est donc principalement sur cette question que se concentrent les tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie. De son côté, lors de nos échanges, la partie éthiopienne nous a fait valoir les effets vertueux du barrage qui devrait permettre de réduire les risques d'inondation au Soudan, réguler le cours du fleuve en réduisant l'évaporation durant la saison sèche et limiter les crues pendant la saison des pluies. Ce point de vue est aussi l'objet des débats entre experts de différents pays. Selon les informations que j'ai pu recueillir, la dernière réunion ministérielle tripartite entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, tenue au Caire les 11 et 12 novembre dernier, n'a pas encore permis de parvenir à un consensus. Un des objets du désaccord porte sur les conclusions des études techniques conjointes des cabinets français Artelia et BRL. Les parties ne sont d'accord ni sur leurs conclusions quant à l'impact du remplissage et du fonctionnement du barrage sur le débit du Nil en Égypte, ni sur la portée qui doit être donnée à ces conclusions. Les Éthiopiens estiment que les consultants n'ont pas respecté le cahier des charges et demandent une révision des études, tandis que les Égyptiens sont d'un avis tout à fait opposé. Déjà depuis la signature de l'accord de principe entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan en mars 2015, la menace d'une intervention militaire de l'Égypte pour stopper les travaux du barrage a été mise en sommeil. Le fait que l'ensemble des parties prenantes se rencontrent régulièrement est un autre signe de la volonté de parvenir à un accord. Si mes informations sont exactes, messieurs les ministres, il y a déjà eu au moins 7 rencontres entre les ministres de l'eau éthiopiens, égyptiens et soudanais.
Ceci dit, le fait que les négociations traînent en longueur n'est pas bon. Compte tenu de l'importance vitale de ce problème pour l'Égypte, son opinion publique s'émeut et la pression sur les autorités augmente. De problème technique, la question est devenue politique et l'Égypte a demandé à ses partenaires européens, dont la France, d'intervenir auprès de l'Éthiopie. Au-delà de ce regain de tension, appelant une solution rapide aux problèmes précis posés par la construction de grandes renaissances, il n'en demeure pas moins que les enjeux sont beaucoup plus généraux. N'engageant que moi, et je vous demande de m'excuser d'être aussi direct, ou peut-être de me mêler de ce qui ne me regarde pas, je ne vois pas comment on parviendra à une solution pérenne, consolidant la paix et ouvrant largement l'avenir des régions sans une révision des accords qui, jusque-là, régulent les droits sur le Nil. Ignorer l'existence de l'Éthiopie pouvait se comprendre à l'époque. Ça devient plus difficile aujourd'hui. Comme il a été fait mention, ces accords de 1929 et de 1959 donnaient à l'Égypte et au Soudan un droit exclusif sur l'utilisation du fleuve. Ainsi, l'Égypte disposait d'un quota de 55,5 milliards de mètres cubes et le Soudan de 18,5 milliards de mètres cubes, soit environ 87% du débit total du fleuve, calculé à la hauteur du bardeau d'Assoua. L'Égypte disposait en outre d'un droit de veto sur tous les projets concernant le Nil. Résultat, en 2010, 6 pays de l'amont du fleuve, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie, bien sûr, ont signé un accord mettant fin de facto à ce droit de veto et demandant une répartition plus équilibrée des eaux du Nil. Je crois que c'est certainement vers cet objectif diplomatique qu'il faut parvenir. S'agissant de la gestion des bassins fluviaux internationaux, d'une façon générale, la France, pour ce qui la concerne, soutient une approche régionale et concertée. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, depuis 1999, le dialogue entre pays riverains du Nil s'effectue dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil, ça a été rappelé tout à l'heure, qui rencontre un bon écho. L'objectif de cette initiative, qui est soutenue par une dizaine de bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, le PNUD, la Commission européenne, la France, les Pays-Bas, le Canada, est précisément de promouvoir une vision commune de la gestion des eaux du Nil. Bailleur de l'IBN, l'Agence française de développement a d'ailleurs financé des études sur un modèle de planification des eaux du fleuve. Elles ont déjà montré que les ressources en eau du bassin étaient suffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins des pays riverains. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, reste maintenant à bien l'utiliser. La poursuite des négociations Égypte, Éthiopie, Soudan, la tenue de ce colloque, nous donne des raisons d'être optimistes quant à l'ouverture d'un dialogue sur la gestion du bassin associant tous les pays concernés, visant à une vision globale partagée par tous les pays de leurs besoins en énergie et leurs besoins en eau. Tout le monde y gagnerait, c'est évident, et la paix dans la région, qui est la condition sine qua non du développement et de la prospérité de chacun, s'en trouverait évidemment consolidée. C'est donc l'objectif de ce colloque, vous vous en doutez bien, et ça me fait énormément plaisir d'y participer pour essayer d'aller dans la même direction, parce que les enjeux sont considérables. Merci.